Bonjour mes chers amis, merci pour votre fidélité. Nous allons continuer avec notre histoire sur la création bancaire aux États-Unis. Dans notre vidéo précédente, pour ceux qui l'ont suivi, nous avons vu comment au temps de Benjamin Franklin, la Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire les 13 colonies de l'Angleterre, prospéraient alors que la misère régnait à l'Angleterre dans la mère patrie. On a également vu comment on est arrivé à la création de la première banque avec la signature de la charte d'une durée de 20 ans, jusqu'à son déclin et le non-renouvellement de cette charte, grâce à l'influence de Jefferson et d'Andrew Jackson. On se demandait ce que feront les banquiers, ce qui va se passer, si les banquiers vont lâcher prise ou pas. Mes chers amis, espérer que les banquiers vont rester là, juste bras croisés sans rien faire, c'est connaître mal les banquiers. Ils vont se mobiliser davantage. Ils vont aller au feu de l'action, jusqu'à déclencher même la guerre. C'est ainsi que Nathan Rothschild, de la Banque d'Angleterre, lança un ultimatum. Il dit ceci: ou bien le renouvellement de la charte est accordé, ou bien les États-Unis sont impliqués dans une guerre désastreuse. Jackson et les patriotes américains ne se doutaient pas que le pouvoir des banquiers pouvait s'étendre jusque-là. Alors, le président Jackson ne va pas rester aussi silencieux. Il répliqua en ces termes: « Vous êtes un repère de voleurs, de vipères, leur dit-il. J'ai l'intention de vous déloger, et par le Dieu éternel, je le ferai. » Ah, Nathan Rothschild émit aussi à son tour des ordres de donner une leçon à ces Américains qu'il considère impudents et de les ramener au statut de colonie. Alors, le gouvernement anglais, déclenchant la guerre de 1812 contre les États-Unis, et le plan de Nathan Rothschild était d'appauvrir les Américains par la guerre à un tel point qu'ils seraient obligés de demander de l'aide financière, qui bien sûr ne serait accordée qu'en retour du renouvellement de la charte de la Bank of the United States. Alors la guerre continua. Il y eut des morts, voire des milliers de morts. Mais qu'importe à Rothschild, il voulait coûte que coûte, à n'importe quel prix, vaille que vaille, quoi qu'il en soit, il voulait que la charte soit renouvelée. Et il atteignit son objectif. La charte fut renouvelée en 1816. Mes chers amis, chères auditrices et chers auditeurs, la charte fut renouvelée en 1816 et le temps a écoulé avec son cortège de maux, de pauvreté, de misère, d'instabilité sociale et économique à cause de la malhonnêteté du système financier. Des années se sont succédées. 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Le peuple dans la servitude, dominé, exploité par le système financier. Et en 1860, survint un autre grand homme du nom d'Abraham Lincoln, qui fut élu comme président des États-Unis avec la promesse d'abolir l'esclavage des Noirs. Chose qui ne lui serait pas aussi simple. En effet, 11 États du Sud étaient favorables à l'esclavage des Noirs. Et ces États décidèrent donc de quitter l'Union, de se séparer des États-Unis. Ce fut le début de la guerre de sécession aux guerres civiles américaines entre 1861 et 1865. Comme toute guerre, on a besoin d'argent. Et Lincoln s'est retrouvé à court d'argent pour financer les armées du Nord. Il partit donc voir les banquiers de New York qui lui offrirent de l'argent à des taux allant de 24 à 36%. Ah oui, je dis bien 24 à 36%. Lincoln refusa, sachant parfaitement que c'était de l'usure et que cela mènerait les États-Unis à la ruine. Mais son problème d'argent n'était pas réglé pour autant. Que doit-il faire? Il a besoin d'argent pour financer son armée. Et il ne veut pas non plus se compromettre avec les banquiers. Comment le président Lincoln va-t-il s'y prendre? C'est là que son ami de Chicago, le colonel Dick Taylor, vint à la rescousse et lui suggéra la solution suivante.
que le Congrès passe une loi autorisant l'émission de billets du Trésor ayant plein cours légal. Payez vos soldats avec ces billets. Allez à l'avant et gagnez votre guerre. Donc, il recommanda à Lincoln de mettre son propre papier-monnaie. C'est ce que Lincoln fit. Et il gagna la guerre. De 1862 à 1863, Lincoln fit émettre 450 millions de dollars de greenbacks, appelés ainsi par la population parce qu'ils étaient imprimés avec de l'encre verte au verso. Cette méthodologie l'a tellement galvanisé que Lincoln déclara: le gouvernement possédant le pouvoir de créer et de mettre la monnaie et le crédit en tant qu'argent et bénéficiant du droit de retirer l'argent et le crédit de la circulation par les taxes ou autres moyens n'a pas besoin et ne devrait jamais emprunter de l'argent à intérêt comme moyen de financer les travaux gouvernementaux et les entreprises publiques. Le privilège de créer et de mettre l'argent est non seulement la prérogative suprême du gouvernement, mais aussi sa plus grande opportunité créative. Fin de citation. Ainsi, Lincoln appela ces greenbacks la plus grande bénédiction que le peuple américain ait jamais eue. Bénédiction pour tous, bénédiction pour tout le monde, sauf pour les banquiers, puisque cela mettait fin à la raquette du vol, du crédit de la nation et de création d'argent avec intérêt. Les financiers, quand leur intérêt est en jeu, ils ne lâchent jamais. Ils mirent donc tout en œuvre pour saboter l'œuvre de Lincoln. C'est pourquoi Lord Goschen, porte-parole des financiers, écrivit dans le London Times: si cette malveillante politique financière provenant de la République nord-américaine devait s'installer pour de bon, alors ce gouvernement fournira sa propre monnaie sans frais, il s'acquittera de ses dettes et sera sans aucune dette. Il aura tout l'argent nécessaire pour mener son commerce. Il deviendra prospère à un niveau sans précédent dans toute l'histoire de la civilisation. Ce gouvernement doit être détruit ou il détruira toute monarchie sur ce globe. La monarchie des contrôleurs du crédit. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, dans le but de discréditer les greenbacks, les banquiers persuadèrent le Congrès de voter en février 1862 la clause d'exception qui stipulait que les greenbacks ne pouvaient être utilisés pour payer l'intérêt sur la dette nationale. Ensuite, ayant financé l'élection d'assez de sénateurs et de députés, les banquiers firent voter par le Congrès en 1863 le retrait de la loi des greenbacks et son remplacement par le National Banking Act, qui est la loi des banques nationales où l'argent serait créé avec intérêt par des compagnies privées. Cette loi stipulait aussi que les greenbacks seraient immédiatement retirés de la circulation. Aussi, leur retour au trésor pour paiement des taxes. Lincoln protesta énergiquement de toutes ses forces, mais son objectif le plus pressant était de gagner la guerre et de sauver l'Union, ce qui l'obligea à remettre après la guerre le veto qu'il projetait contre cette loi et l'action qu'il entendait prendre contre les banquiers. Lincoln déclara tout de même: j'ai deux grands ennemis, l'armée du Sud en face et les banquiers en arrière. Et des deux, ce sont les banquiers qui sont mes pires ennemis. Lincoln fut réélu président en 1864 et fit clairement savoir qu'il s'attaquerait au pouvoir des banquiers une fois la guerre terminée. La guerre se termina effectivement le 9 avril 1865. Mes chers amis, chères auditrices, chers auditeurs,
Mais Abraham Lincoln fut assassiné 5 jours plus tard, le 14 avril 1865. Une formidable restriction du crédit s'ensuivit, organisée par les banques. Écoutez-moi bien, l'argent en circulation dans le pays, qui était de 1907 millions de dollars en 1866, soit 50 dollars et 46 centimes pour chaque Américain, tomba à 605 millions de dollars en 1876, soit 14 dollars et 60 centimes par Américain. Résultat, en 10 ans, 54 446 faillites, perte de 2 milliards de dollars. Cela ne suffisant pas, on alla jusqu'à réduire la circulation d'argent et 6 dollars et 67 centimes par tête en 1867. Voilà. L'arbre ne peut pas malheureusement cacher la forêt. L'exemple de Lincoln demeurait néanmoins dans plusieurs esprits. Même jusqu'en 1896, cette année-là, le candidat démocrate à la présidentielle était William Jennings Bryan. Et encore une fois, les livres d'histoire nous disent que ce fut une bonne chose qu'il ne fût pas élu président, car il était contre la monnaie saine des banquiers, l'argent créé sous forme de dettes et contre l'étalon or. Et Jennings Bryan stipulait, je cite, « Nous disons dans notre programme que nous croyons que le droit de frapper et d'émettre la monnaie est une fonction du gouvernement. Nous le croyons. Et ceux qui y sont opposés nous disent que l'émission de papier-monnaie est une fonction de la banque et que le gouvernement doit se retirer des affaires de la banque. Eh bien, moi je leur dis que l'émission de l'argent est une fonction du gouvernement et que les banques doivent se retirer des affaires du gouvernement. Lorsque nous aurons rétabli la monnaie de la Constitution, toutes les autres réformes nécessaires seront possibles. Mais avant que cela ne soit fait, aucune autre réforme ne peut être accomplie. » Fin de citation. Et finalement, le 23 décembre 1913, le Congrès américain votait la loi de la Réserve fédérale qui enlevait au Congrès lui-même le pouvoir de créer l'argent et remettait ce pouvoir à la Federal Reserve Corporation, un des rares membres du Congrès qui avait compris tout l'enjeu de cette loi. C'est Charles A. Lindbergh, le père du célèbre aviateur que nous connaissons. Il déclara « Cette loi établit le plus gigantesque trust sur Terre. Lorsque le président Wilson signera ce projet de loi, le gouvernement invisible du pouvoir monétaire sera légalisé. Le pire crime législatif de tous les temps est perpétré par cette loi sur la banque et le numéraire. » Ainsi, les banquiers obtinrent finalement le monopole complet du contrôle du crédit aux États-Unis. En dépit de tout, on peut toujours se demander, qu'est-ce qui a permis aux banquiers d'obtenir finalement le monopole complet du contrôle du crédit aux États-Unis? Et on peut y répondre sans tergiverser, l'ignorance de la population sur la question monétaire. D'ailleurs, c'est dans cet ordre d'idée que John Adams écrivait à Thomas Jefferson en 1787 en ces termes. « Toutes les perplexités, désordre et misère ne proviennent pas tant de défauts de la Constitution, du manque d'honneur ou de vertu, que d'une ignorance complète de la nature de la monnaie du crédit et de la circulation. » Salmon P. Chase, secrétaire du Trésor sous Lincoln, déclara publiquement peu après le passage de la loi des banques nationales, je relate, « Ma contribution au passage de la loi des banques nationales fut la plus grande erreur financière de ma vie. Cette loi a été un monopole qui affecte chaque intérêt du pays. Cette loi doit être révoquée. Mais avant que cela puisse être accompli, le peuple devra se ranger d'un côté et les banquiers de l'autre.
dans une lutte telle que nous n'avons jamais vue dans ce pays. Tout ceci parce que tout simplement, la population est dans l'ignorance. La population ne comprend pas le système bancaire. C'est pourquoi l'industriel Henry Ford a dit aussi, si la population comprenait le système bancaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. En somme, l'éducation du peuple, voilà la solution. Et c'est justement la formule de vers demain. Que le monde entier soit éclairé, qu'une démocratie économique soit instaurée dans tous les pays du monde et que tous ceux qui se réclament déjà créditistes comprennent leurs responsabilités de répandre vers demain le crédit social, où la monnaie n'est plus créée en contrepartie d'une dette quelconque à rembourser, mais un dividende social à tous, afin que soit établie une économie où tout est ordonné au service de la personne humaine, dans le but justement de développer la responsabilité personnelle, de créer des hommes responsables, car chaque conquête d'un esprit au crédit social est une avance. Chaque personne formée par le crédit social est une force. Et chaque acquisition de force est un pas de plus vers la victoire. Et depuis plus de 80 ans, que des forces acquises. Et si elles étaient toutes actives, le crédit social, c'est réellement avant demain matin qu'on l'aurait. Comme l'écrivait Louis Évin en 1960, l'obstacle n'est ni le financier, ni le politicien, ni aucun adversaire déclaré. L'obstacle est seulement la passivité d'un trop grand nombre de créditistes qui souhaitent bien voir venir le triomphe de la cause, mais qui laissent à d'autres le soin de la promouvoir. Tout compte fait, c'est le refus d'endosser notre responsabilité. À ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 12e, le verset 48. Notre responsabilité, c'est de faire connaître le crédit social aux autres en les faisant s'abonner à Vers Demain, le seul journal qui fait connaître cette brillante solution. Merci pour votre aimable attention. Je vous remercie. À la prochaine.